Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné pour la première fois le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23 et exige le retrait immédiat de la RDC. Le groupe armé poursuit son avancée rapide dans l'est du pays face à une armée congolaise en déroute et un exode massif des populations. Notre focus de ce samedi soir s'intéresse aux langues maternelles au lendemain de la journée internationale qui leur sont dédiées depuis 1999 par l'UNESCO. Quels sont les enjeux éducatifs derrière ces langues? Pour en savoir plus, nous avons reçu un des responsables de l'organisation, chef de l'entité de la diversité des expressions culturelles, Toussaint Tiendré Beogo. Nous avons parlé avec lui des progrès réalisés en matière d'éducation multilingue depuis 25 ans. Et cinéma dans ce journal pour la 29e édition du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain. La capitale, Ouaga, devient le temps d'une semaine la capitale du 7e art sur le continent. Une édition placée sous le signe du dialogue interculturel et de la valorisation des identités culturelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné pour la première fois le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23, exigeant d'ailleurs son retrait immédiat de la République démocratique du Congo. Le groupe armé poursuit son avancée rapide dans l'est du pays face à une armée congolaise en déroute et un exode massif des populations. Des troupes ougandaises ont été déployées à Lubero, mais leur rôle reste incertain alors que le M23 continue de progresser sans réelle résistance. Les précisions de notre envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Noristrel. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, cette résolution, rédigée par la France, ne prévoit pas pour l'instant de sanctions. Pour sa part, le Rwanda nie soutenir le M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Ce groupe, le A3+, a bien voté pour la résolution, soulignant que les actions de l'M23 menacent la souveraineté de la RDC et éloignent la possibilité de dialogue. Sur le terrain, dans l'Est congolais, le M23 a continué son offensive ces derniers jours en direction du territoire de Lubero, au nord de Goma, et d'Uvira, dans le sud Kivu. Mais la situation reste très floue. Les conditions humanitaires deviennent par ailleurs de plus en plus précaires pour la population dans la zone. Les habitants de Goma constatent que le manque d'argent liquide continue de faire monter le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires sur les marchés augmentent. Le fossé se creuse un peu plus entre l'Alliance des États du Sahel, comprenait Mali, Burkina et Niger, et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Après avoir claqué la porte de l'organisation régionale, après avoir lancé leur propre passeport, ces pays dirigés par des putschistes ont ce samedi rendu public à Bamako leur nouveau drapeau. Détail avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Le nouveau drapeau commun aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, est de forme rectangulaire. Sur un fond vert, on retrouve au centre le logo de la Confédération. Pourquoi la couleur verte? Les responsables de l'Alliance des États du Sahel expliquent que parce que le vert, c'est signe de croissance, d'espoir et de renouveau. Mais pour le moment, on ne voit pas sur toutes les administrations des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel ce drapeau flotter. Pourquoi? Parce qu'il faut une question d'organisation, expliquent les responsables. Avec la création de ce nouveau drapeau, la AES prend davantage ses distances vis-à-vis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'AES avait déjà claqué la porte de la CEDEAO, elle avait ensuite créé son propre passeport. Et aujourd'hui, voilà un drapeau commun aux trois pays. Alors, quelle sera la prochaine étape lorsqu'on pose la question de savoir s'il serait question, par exemple, de changer également de monnaie, le CFA? Des responsables de l'Alliance répondent
Chaque chose a son temps. On passe à notre focus de ce samedi soir consacré aux langues vernaculaires, au lendemain de la journée mondiale consacrée aux langues maternelles. L'enjeu de ces langues, notamment sur le continent africain, avec Toussaint Tiendré Béogo, les chefs de l'entité de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Et on l'a reçu à l'occasion des 25 ans justement de cette journée internationale. Retour sur le bilan qu'en ont fait l'UNESCO. En Afrique, par exemple, vous avez 31 États qui ont des politiques ou des stratégies sur l'enseignement multilingue, ce qui n'est pas rien. Et sur ces 31 pays, on se rend compte que le taux justement de succès scolaire a beaucoup augmenté. Je prends le cas d'un exemple qui est cité dans le rapport, qui est celui en fait du Mozambique, où on s'est rendu compte que le fait d'avoir mis l'enseignement multilingue appliqué à 25% des établissements scolaires a automatiquement induit en fait des taux de succès qui sont passés de 15%. Et également, quand on considère certains des États, la question n'est pas simplement au niveau de l'éducation, elle est aussi sur la question de la préservation de la diversité linguistique. Et la diversité linguistique, vous le savez, aujourd'hui, on recense à peu près 8324 langues, dont 7000 qui sont encore parlées. Et sur les 7000 qui sont parlées, il n'y a que 231 langues qui sont des langues d'enseignement. Donc, c'est vous dire effectivement que l'enjeu également, c'est de préserver la transmission de ces langues afin d'assurer la diversité linguistique, laquelle diversité linguistique est partie prenante de la diversité culturelle de façon générale. Et cette diversité culturelle, elle est une chance pour l'ensemble de l'humanité, parce que à travers la diversité culturelle, donc il y a la cohésion sociale, il y a une forme effectivement d'inclusivité qui favorise en fait le développement social et la construction de sociétés inclusives et pacifiques. Voilà, et retrouvez l'intégralité de notre entretien évidemment sur nos sites internet de France 24 et sur les réseaux sociaux. On passe au cinéma car c'était le coup d'envoi de la 29e édition du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain, où Ouagadougou devient, le temps d'une semaine, la capitale du 7e art sur le continent. Une édition cette année placée sous le signe du dialogue interculturel, de la valorisation des identités africaines. Les détails avec notre correspondante régionale, Ma Camara et Damien Kofi. Le FESPACO, c'est bien plus qu'un festival, c'est une vitrine pour le talent africain et un levier de diplomatie culturelle. Et cette année, l'invité d'honneur, le Tchad, est représenté par son président Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé ce vendredi à Ouagadougou pour assister à l'ouverture officielle. Et du côté des soutiens, il faut noter un appui de plus de 98 millions de francs CFA du système des Nations Unies au Burkina Faso et de 195 millions de l'Union européenne. Un engagement qui illustre l'importance du festival bien au-delà des frontières du Burkina Faso, car ici, le cinéma se fait vecteur de cohésion, brisant les clivages et favorisant le dialogue. C'est ma première fois au FESPACO. Je n'ai pas pu participer dans les autres FESPACO, mais j'ai été très étonné. Moi, j'ai kiffé l'organisation, l'ambiance, donc le bienvenu qu'on nous a donné. Je ne savais pas qu'ici, on a beaucoup de cinéphiles, quoi. L'exemple du Nigeria aujourd'hui. Nous sommes tout en train de regarder des films nigériens. C'est très beau. Pourquoi est-ce que les autres aussi ne feraient pas la même chose? Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faudrait que nous lions nos connaissances pour que nous puissions relever ces défis-là. Que ce soit les acteurs, que ce soit au niveau de la production, dans tous les niveaux, il faut que nous soyons unis pour relever ces défis. Une programmation record cette année de 135 films, 9 sites de projection, 48 pays représentés contre 35 en 2023. L'ouverture a donné le ton avec le spectacle Willy, qui veut dire Lève ton langue malinké d'Arissi Tanada, un hymne à la résilience et à l'identité africaine. Et dans une semaine, le festival livrera son verdict qui succédera au Tunisien Youssef Chebi, lauréat de l'Étalon d'or de Yenega 2023. Réponse le 1er mai lors de la cérémonie de clôture.
Et il était indissociable du FESPACO dont il avait remporté 2 fois le Grand Prix, les Talons d'Or de Yenenga en 1978 et en 1983. Le grand réalisateur africain Souleymane Cissé, décédé mercredi dernier à l'âge de 84 ans, a été enterré ce vendredi à Bamako. Clémence Valère. Un dernier adieu à un homme considéré comme l'un des pères fondateurs du cinéma africain. Vendredi à Bamako ont eu lieu les funérailles de Souleymane Cissé, grand réalisateur malien, décédé 2 jours auparavant à l'âge de 84 ans. Après une prière à la grande mosquée de la capitale malienne, le cortège funèbre du cinéaste s'est rendu à son domicile, dans le quartier de Nyarela, où il a été inhumé. Parmi ceux venus rendre leurs derniers hommages, des acteurs et réalisateurs qu'il avait côtoyés. Il a été ma première référence professionnelle dans le domaine. Parce que le jour où mon père m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux être dans la vie ?» j'ai dit « Je veux être comme tonton Souleymane Cissé ». Et à partir de là, mon père a compris qui je veux être. Aimé ce travail jusqu'à sa dernière heure. Vous avez vu la conférence de presse qu'il a organisée. Et ça, c'était pour parler de cinéma, pour faire un appel aux dirigeants afin qu'ils ouvrent les salles de cinéma, afin qu'on donne des opportunités aux jeunes. Tout au long de sa carrière, Souleymane Cissé a mis son talent au service d'œuvres politiques, humanistes et sociales, réalisant de nombreux films qui ont marqué le 7e art. Double détenteur de l'étalon de Yenenga, le Grand Prix du FESPACO, il a également été récompensé avec le prix du jury lors du Festival de Cannes en 1987 pour son film Yélène, qui raconte le long parcours initiatique d'un jeune homme issu d'une illustre famille bambara. En 2023, il a été à nouveau primé à Cannes et est devenu le second réalisateur africain à recevoir un carrosse d'or. Fervent défenseur du cinéma africain jusqu'à son dernier souffle, Souleymane Cissé restera à jamais une icône cinématographique. Et on termine ce journal en vous emmenant en Égypte où chaque 22 février et 22 octobre, les rayons du soleil pénètrent le temple d'Abou Simbel et illuminent successivement les statues d'Amon, de Ramsès II et de Ré Orakiti, un phénomène spectaculaire lié à l'alignement architectural du sanctuaire. Ce moment met en valeur la grandeur du pharaon Ramsès II et sa divinisation aux côtés des dieux égyptiens. Seule la statue de Ptah, dit dieu des ténèbres, demeure selon la légende dans l'ombre. Voilà. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso en passant par Fadagourma, Bamfora et bien d'autres. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.